Crois qu'on est connecté, ça y est. Salut Arthur. Bonjour Arthur. Je suis ravi de faire ce webinaire avec toi. C'est le deuxième qu'on fait ou le troisième qu'on fait ensemble, je crois. Je pense que c'est le troisième. C'est le Ouais. troisième maintenant. Donc ça, c'est chouette. C'est un petit rendez-vous annuel assez sympa Ouais. généralement. Et je crois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont présents. Donc merci à toutes et tous et bonjour à toutes et tous d'être présents. Ce que je vous propose de faire pour vous preniez en main l'outil, donc comme vous voyez sur le côté, vous avez un chat. Donc n'hésitez pas à interagir pendant l'événement, nous poser des questions. Je pense qu'en fonction des questions, on y répondra soit en cours au fur et à mesure, et si éventuellement il y a un décalage, peut-être à la fin. Bon, on va faire ça au fil de l'eau. Mais je vous invite à dire où est-ce que vous êtes géographiquement ça vous permettra de prendre en main l'outil et puis de lancer un peu la conversation. Donc moi, par exemple, je suis à Paris, rien d'original, mais voilà, on est 2 jours par semaine à Paris, et ça tombe le jour où je suis à Paris. Toi, Arthur, t'es où déjà? Je suis basé à Lille. Je suis basé à Lille, même si très régulièrement sur Paris. Je suis basé en région lilloise. Je vois un petit peu toutes les Paris, Versailles, Lyon, Ouais. Metz, Nantes. Toi, c'est le siège est à Lille, hein, c'est ça? Ouais, C'est ça. exactement. Le siège est à Lille. On a des bureaux à Paris, mais sinon le siège est à Lille. Et là, je vois qu'il y a pas mal de gens un peu partout, hein. Alors, Isnoville, franchement, ça doit être très sympathique comme endroit, mais je ne sais pas où c'est. Héloïse. Sinon, Lyon, Toulouse. Aix-en-Provence. Ah, sympa, ça sonne un peu le soleil. Ouais, la vie est plus douce. Bon, bah super. Vendée, bon, c'est sympa, ça vient un peu partout en France, c'est chouette. En tout cas, d'accord, à côté de Rouen. Très bien. Bah, parfait. Bah, enchanté et merci de votre participation. Donc, ouais, vous êtes assez nombreux. Honnêtement, je crois que c'est le webinaire ça fait le top 3 où on a le plus d'inscrits, je pense. Ça fait 4 ans maintenant que chez Jamaica, on fait des webinaires à peu près une fois par mois. Et écoutez, en tout cas, on est content de voir qu'il y a autant d'engouement pour nos sujets. Euh, donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Arthur, je vais te laisser te présenter. Eh ben, exactement, avec plaisir. Moi, je suis ravi de faire ce webinaire avec toi, Arthur. Donc, moi, c'est Arthur Guillon. Ça va pas être évident, c'est deux Arthur, mais c'est Arthur Guillon. Je suis le CEO de Kikopt. Ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je travaille chez Kikopt. Et donc, notre rôle et notre métier, c'est d'accompagner nos clients grands comptes et ETI ou entreprises avec un volume de recrutement à partir de 100 recrutements par an pour fluidifier notamment la cooptation et la mobilité interne, qui est notre sujet du jour. Donc, pour mettre en lumière maintenant les deux leviers les plus qualitatifs de recrutement dans les organisations, des pratiques qui sont assez ancestrales, j'ai envie de dire, que ce soit mobilité ou cooptation, mais maintenant, c'est de pouvoir faire en sorte d'en faire un véritable levier de performance. Et donc, ça, c'est notre métier. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 150 entreprises dans 39 pays pour faire en sorte que nos clients recrutent en majorité grâce à leurs talents déjà en interne avant d'aller chercher à l'externe. Et donc, c'est un peu le sujet du webinaire qu'on a aussi ensemble avec toi, Arthur. Peut-être que je te laisse la main aussi pour rapidement te présenter à l'audience. Oui, merci. Donc, moi, c'est Arthur. Pour vous aider, j'allais dire j'ai des lunettes, mais je ne suis pas le seul. On Ouais. va dire le barbu. Mais il y a déjà un barbu qui parle de RH, je ne voudrais pas non plus y prendre le dessus. Donc, moi, je suis Arthur Philippe, je suis CEO de JobMaker, psychologue du travail de formation. J'ai pris la direction de JobMaker il y a 4 ans maintenant, avec l'ambition de véritablement démocratiser le coaching de carrière dans les organisations pour justement permettre à chaque collaborateur d'avoir un espace dans lequel il peut à la fois prendre du recul sur sa trajectoire de carrière, donc une sorte de mini bilan de compétences, on va dire, et ensuite préparer sa prochaine étape à travers l'élaboration notamment de son pitch, sa présentation, de son projet pro, en vue d'être offreur de compétences lors des entretiens RH, et effectivement, notamment dans des contextes de mobilité interne, c'est vraiment un produit qui s'intègre très bien dans ce dispositif pour véritablement rendre les collaborateurs offreurs de compétences que quelque part, ils ne viennent pas en entretien en vous disant qu'est-ce que tu as à me proposer, j'occupe le même poste depuis 10 ans. Mais plutôt de dire voilà mon projet pro et dans quelle mesure est-ce qu'il y a une convergence entre les projets de l'organisation et le projet du collaborateur en vue justement de pouvoir les engager et les fidéliser. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, évidemment, donc c'est vraiment comment est-ce que vous donnez des tips un peu pour créer des parcours de mobilité interne et de maîtriser aussi ces enjeux qui sont évidemment des enjeux importants parce que on le sait, on est dans un contexte un peu compliqué. Enfin, en tout cas, on voit autour de nous, il y a des enjeux de budget auxquels vous êtes tous confrontés, d'optimisation budgétaire.
Et c'est vrai qu'en fait, on oublie souvent que parfois la mobilité interne est un vrai enjeu de maîtrise des coûts, puisque ça coûte évidemment moins cher de recruter en interne qu'en externe, avec des risques plus limités. Le taux de réussite à un recrutement interne est évidemment bien plus important qu'un recrutement externe, puisque la personne est déjà acculturée à l'organisation. Et donc, ça va évidemment être plus facile pour l'onboarder dans son futur poste. On a parfois aussi des difficultés à recruter en externe, tout simplement, parce qu'il y a une compétition forte sur le marché. Il faut trouver les talents, ce n'est pas forcément évident. Et puis, les collaborateurs ont peut-être plus de difficultés à bouger aujourd'hui dans un contexte de tension économique, on va dire, au sens large. On a plutôt tendance à être conservateur dans ces moments-là. Et donc, c'est intéressant aussi de voir si en interne, il n'y a pas justement des personnes qu'on peut faire évoluer et accompagner dans cette trajectoire de mobilité. Ça permet également de renforcer l'engagement. On parle souvent du sens au travail. C'est des enjeux importants. Aujourd'hui, il y a une époque où l'idée, c'était vraiment on faisait ce qu'on nous disait d'une certaine façon, de manière assez sans trop poser de questions. Je pense souvent à l'exemple de mon grand-père qui est ingénieur chez EDF, qui a fait sa carrière chez EDF. Quelque part, sa carrière était déjà toute tracée le jour même où il est arrivé. Puis il a fait sa carrière sans trop se poser de questions, à vrai dire. Alors qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, et je parle c'est plus un changement d'époque que c'est pas une question d'âge, mais en tout cas, on aspire tous à vraiment se réaliser à travers notre carrière. Et ça, c'est un point important aussi. Et donc, forcément, ça a généré des attentes fortes de la part des collaborateurs vis-à-vis de leur organisation en termes de développement de carrière. Dans un contexte où les métiers changent très vite aussi, évidemment, on occupe un poste aujourd'hui, et je pense que ni Arthur, ni moi, ne savons, je ne parle pas encore moi à la troisième personne, il faudra vous habituer, ne savons comment on bossera dans 5 ans. Et ni vous d'ailleurs, en tant qu'RH, votre métier va se transformer. Et donc forcément, il y a des attentes aussi de développement de carrière pour justement rester compétitif sur le marché de l'emploi. Et c'est valable en interne comme en externe, parce qu'on n'a peut-être pas vocation à rester toute notre vie dans la même organisation. Et donc, l'enjeu de notre compétitivité professionnelle vis-à-vis du marché de l'emploi est un enjeu fondamental pour les collaborateurs qui sont en poste aujourd'hui. Donc, c'est véritablement aujourd'hui un levier stratégique. Et on sait évidemment que les collaborateurs aujourd'hui aspirent à ce qu'on s'intéresse à leur trajectoire. Évidemment, c'est aussi bon pour votre organisation, parce que si on a des collaborateurs qui sont en phase avec les enjeux des enjeux business de votre environnement économique, ça va être bon aussi pour votre compétitivité, tout simplement. Donc, c'est aussi un enjeu de compétitivité des organisations d'avoir des collaborateurs en phase avec les enjeux de carrière du moment et les réalités des nouvelles technologies. Donc, c'est vrai que parfois, quand un collaborateur s'en va, il va y avoir des coûts, des pertes de connaissances, tout simplement, de savoir-faire aussi. Donc, ça, c'est important de prendre en compte également. De l'inertie dans les projets. Souvent, sur un projet, on ne travaille pas seul. Il y a une équipe autour. Quand une personne clé s'en va, ça va évidemment être problématique. Et donc, une perte de chiffre d'affaires associée, bien entendu. Et puis, sur l'impact humain dans l'équipe, évidemment, quand on a un collaborateur d'une équipe qui s'en va et que ce n'est pas forcément prévu, ça va désorganiser les projets, ça peut avoir des effets de démotivation, parfois de burn-out à l'excès, si évidemment derrière, ce n'est pas compensé. Et puis, parfois, de mise en risque de certains postes stratégiques. Si on voit que l'équipe se délite, forcément, ça va avoir des enjeux. Et alors, il ne faut pas non plus être béni oui-oui. Parfois, il faut dire les choses. On est aussi content que des gens s'en aillent. C'est une réalité. Et parfois content pour des bonnes raisons, tout simplement pour que la personne puisse continuer à se développer. Moi, je me souviens quand j'ai quitté ma première boîte, c'était à Sesters, pour ceux qui connaissent. Je me souviens, David, j'étais un des premiers salariés. Il m'a dit, écoute, je suis déçu que tu partes parce que je t'apprécie beaucoup, mais je suis très content que tu partes pour les raisons pour lesquelles tu pars. J'avais l'ambition de créer une boîte à ce moment-là. Et il m'a dit, en fait, de voir quelqu'un qui part pour ces raisons-là, c'est chouette aussi. Donc, c'est pas toujours voir comme une chose de manière négative, mais c'est vrai que forcément, ça a des impacts sur les équipes et c'est important de le prendre en compte. Et pour souligner ce que tu disais, Arthur, notamment sur les coûts indirects qui sont très compliqués pour les équipes RH, les coûts indirects à calculer, perte de savoir-faire, perte de connaissances, ralentissement des projets et fragilisation du chiffre d'affaires. Il faudrait vraiment avoir un contrôleur de gestion sur chaque employé pour voir exactement l'impact chiffré que ça peut avoir, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et pour rebondir par rapport à ce que tu évoques, juste avant, c'est que on remarque dans les organisations que la mobilité interne, elle existe, mais elle n'est pas exploitée comme elle devrait l'être. Et donc, on a des sujets notamment qui sont liés à des manques de visibilité des opportunités. On va y revenir plus tard. Ce premier point, c'est 70% des échecs de mobilité interne. C'est des manques de visibilité des opportunités. Donc, ça, c'est vraiment un levier qui est hyper important à pas négliger. Ensuite, c'est d'avoir un manque de processus clairs et structurés de la mobilité interne. Et le troisième point,
On rencontre souvent, nous, des interlocuteurs ou des entreprises qui nous disent effectivement, on a quand même une culture de rétention des talents, crainte managériale, organisation en silo, et donc on ne souhaite pas forcément communiquer plus que ça sur la mobilité, mais à force de retenir les gens, ils finissent par partir à l'externe, et donc vaut mieux justement aller décloisonner tout ça, dépoussiérer et permettre à chacun d'avoir une bonne visibilité des postes à pourvoir. Et la même chose, hein, organisation en silo, c'est quand vous avez un groupe avec plusieurs marques, souvent il y a de la mobilité interne qui se passe intra-marque. Par contre, justement, dès qu'on veut passer d'une marque à une autre, là, les opportunités sont quand même plus compliquées à avoir et ça complexifie justement la mise en lumière de cette mobilité interne. Et donc, c'est là qu'on a aussi un frein sur le sujet. Et oui. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, c'est bon. Quand on regarde dans les organisations, on aurait plus d'un poste sur deux, donc 60% des postes qui pourraient être pourvus par des collaborateurs en interne. Et donc, je le répète à chaque fois, ça ne veut pas dire que, comme tu disais tout à l'heure, Arthur, il faut permettre à tout le monde de pouvoir évoluer, etc. Tout le monde n'a pas l'envie, les compétences ou l'entreprise n'a pas forcément le besoin de le faire évoluer. Mais plutôt que de chercher à chaque fois à l'externe, c'est de valoriser déjà ses propres ressources internes. Nous, on le fait en interne, enfin chez Kickopt avec nos clients. On a des clients qui, grâce à leurs collaborateurs, arrivent à recruter quasiment 50% de leurs talents avec de la mobilité interne et de la cooptation. Donc, ils posent déjà la question à leurs propres ressources internes pour savoir si ils ne connaissent pas les bons profils ou s'ils ont envie de se positionner. Et donc, les bénéfices business quand vous avez de la mobilité interne, très clairement, une diminution des coûts de recrutement. Quand vous recrutez en interne, ça vous coûtera toujours beaucoup moins cher que de recruter à l'externe. Une gestion des compétences internes. Ça va de soi, hein. Quand vous avez des talents qui vont rester 2, 3, 4, 5 ou 10 ans versus recruter sans cesse du 109, on a une perte de connaissances et une perte de compétences dans le sujet. On va renforcer aussi la culture d'entreprise et la marque employeur en véhiculant un message aussi à l'externe en disant vous pouvez rentrer chez nous et vous allez avoir un parcours de carrière qui vous est proposé, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire 15 ans dans le même métier. Enfin, je ne sais plus si ça existe encore aujourd'hui, mais il n'y a plus grand monde qui fait le même métier, comme tu disais tout à l'heure avec ton père chez EDF. C'est ton grand-père, pardon, ça existe de moins en moins, et d'accélérer la prise en poste du collaborateur. Quand vous avez un collaborateur qui évolue en interne, il connaît déjà l'ADN, les équipes, les process, les conditions salariales et sociales, et donc la mise en route est beaucoup plus rapide. Et ce qui arrive au dernier point, c'est que la mobilité interne, quand vous évoluez en interne, vous avez des taux de succès qui sont beaucoup plus importants que quand vous recrutez des personnes à l'externe, y compris par cabinet de temps en temps, où vous recrutez des personnes externes et qui, pour X ou Y raison, ne vont pas poursuivre la période d'essai. Et donc, c'est des enjeux business très forts sur la mobilité. Ça, vous l'avez peut-être déjà tous vu sur la newsletter de Laurent Broy qui est arrivée la semaine dernière ou il y a 15 jours, mais qui est toujours bon de rappeler, c'est mobilité interne versus recrutement externe. Quand on regarde le volume que génère en nombre de candidatures les job boards, ça représente 50% des candidatures d'une entreprise en général pour 25% des embauches. Et quand on regarde sur le sourcing direct de la part des équipes recrutement, ça représente vraiment une minorité. Donc, c'est 2,6% des candidatures donc en termes de volume, mais ça représente déjà 11% des embauches. C'est-à-dire que si vous êtes un candidat qui est sourcé par un recruteur d'une entreprise, vous avez 4 fois plus de chances d'être embauché qu'un candidat provenant d'un job board. Venant à la mobilité interne, ça représente moins d'1% des candidatures des entreprises aujourd'hui pour quasiment 10% des embauches. Ce qui montre un ratio qui est juste énorme, c'est le ratio le plus puissant des organisations. C'est-à-dire que quand vous êtes un candidat interne, vous avez 32 fois plus de chances d'être recruté qu'une personne venant d'un job board, par exemple. Donc, c'est pour montrer en fait entre volume et efficacité sur ces deux sujets-là. Et c'est vrai que, alors, tout à l'heure, on parlait de rétention des talents rapidement. Enfin, moi, j'aime bien cette. C'est toujours un thème qui m'a questionné, en fait. Et c'est vrai qu'usuellement, en fait, on parle de ce sujet-là parce que c'est le terme employé dans ce contexte-là. Pour autant, moi, je trouve que c'est assez. C'est une vision de la mobilité qui me paraît un peu contrainte, quelque part.
Et je préfère parler de fidélisation. Je fais une analogie toute simple et je pense que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. C'est-à-dire que moi, ça fait 13 ans que je suis avec ma femme. Pour que ça marche, j'ai plus mis en place une stratégie de fidélisation que de rétention. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'on est toujours ensemble. Là où je veux en venir, c'est que je trouve que la façon dont on aime les choses parfois traduit une intention. Et que c'est pour ça que nous, chez Jammaker, on aime bien parler de fidélisation qui est bien plus positive aussi et qui, quelque part, induit des notions d'engagement dans son poste, dans sa mission. L'engagement, ça ne veut pas dire être marié à vie avec son organisation, mais c'est être engagé dans la fonction qu'on nous confie. Et par ailleurs, derrière, une fois qu'on a quitté l'organisation, rester fidèle en tant qu'alumni et continuer à en faire la promotion autour de soi. Moi, toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé, c'est toujours très bien passé. Même si j'y suis plus, je reste fidèle quelque part à cet instant que j'ai vécu avec eux et que je continue à animer par ailleurs. Donc, ça, c'est pour ça que donc, nous, on parle vraiment de levier de fidélisation parce qu'on trouve que c'est plus positif, plus engageant. Et quelque part, ça dénote aussi un état d'esprit dans la façon dont on envisage le fait d'engager les collaborateurs sur la durée. Et puis c'est en lien avec la rétention. On pourrait plutôt imaginer, fidélisation, comment dire, on pourrait mettre ça en parallèle avec la rétention des talents, le fait d'avoir une culture managériale qui n'est pas envie justement de communiquer sur les postes à pourvoir, etc. en interne. Donc, ça fait le parallèle avec ça. Et c'est ça, effectivement, l'effet pervers de la rétention à l'extrême, c'est que le manager ne va pas vouloir que les gens s'en aillent de son équipe, même si ce bénéfice de notre BU de l'organisation. Et donc, ça crée de la rétention. Et là, qui, pour le coup, devient négative, parce que la personne, de toute façon, va partir, parce que si elle se sent contrainte de rester dans la BU alors qu'elle pourrait s'épanouir dans une autre entité de l'organisation, effectivement, il y a plus de chances dans ce cas qu'elle aille carrément à la concurrence, là où elle sait qu'elle sera accueillie les bras ouverts. Donc, c'est une vraie réflexion à avoir. Et si on veut engager les collaborateurs, les managers, du coup, et faire en sorte de baisser ces freins, il faut évidemment aussi faire évoluer la posture de cet enjeu, qui est plus une posture de fidélisation que de rétention. Et ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que je mange un peu sur les slides d'après, mais c'est pas grave, je réorganiserai mon pitch. Mais dans les faits, aujourd'hui, quand on interroge des collaborateurs qui ont quitté leur organisation, il y en a plus d'1 sur 2 qui partagent l'idée. En fait, ils seraient bien restés en soi dans la boîte dans laquelle ils sont. Simplement, ils sont partis parce qu'il n'y avait pas forcément, justement de visibilité, comme tu le disais, Arthur, tout à l'heure, et que quelque part aussi, une autre des raisons pour lesquelles les collaborateurs parfois s'en vont, c'est qu'en fait, on a la majorité qui resterait davantage dans vos boîtes si effectivement il y avait un vrai investissement sur leur développement de carrière. Ça rejoint ce que je disais en introduction, dans un monde où les compétences se transforment très vite. Je ne sais pas si aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui travaille à la comptabilité, si on ne prend pas en compte l'idée que son job est déjà obsolète et le sera encore plus dans les années à venir, il va falloir évidemment… Ah pardon, excusez-moi Mathilde. C'est qu'il y avait un commentaire en même temps de Mathilde. Vous aurez accès au replay derrière, donc vous pourrez consulter à tête reposée la présentation, il n'y a aucun souci. Mais donc, quelque part, la notion de prendre conscience, je me souviens, j'avais l'exemple d'un client, Enedis notamment, qui, eux, avaient fait une enquête auprès des collaborateurs en interrogeant, des nouveaux collaborateurs, en leur demandant pourquoi est-ce que vous avez choisi Enedis. Et dans le top 3 des raisons pour lesquelles ils ont choisi Enedis, c'était que justement, il y avait un vrai investissement sur le développement de carrière des collaborateurs. Parce que c'est hyper rassurant dans un monde où finalement, les métiers se transforment très vite, d'avoir une boîte qui investit pour nous sur le sujet en vue de notre employabilité future, j'allais dire, quel que soit le contexte. Une boîte qui fait progresser ses collaborateurs sera d'autant plus attractive qu'une boîte, évidemment, où finalement, on signe pour une mission, puis derrière, on ne se préoccupe pas trop de son évolution. Donc, ça, c'est évidemment un enjeu fort. Souvent, on se dit, ça, les boîtes de conseil l'avaient assez bien compris. Alors, en ce moment, c'est un peu plus tendu pour elles, mais quand elles allaient bien, du moins, on est parfois chez Ernst & Young ou chez KPMG ou chez Deloitte en se disant, je vais faire 4 ans, mais derrière, je serai compétitif sur le marché du corporate, par exemple. Donc, il y a cette notion-là qui est importante à prendre en compte et ça peut aussi s'appliquer au corporate. Et donc, c'est ça, pour corroborer ce que je viens de vous dire comme propos, c'est que, donc en fait, donc, vous avez quasiment un tiers des collaborateurs qui s'en vont justement parce qu'ils veulent évoluer dans leur carrière. Donc ça, c'est dommage parce que selon la taille des organisations et des organisations en tant que telles, vous avez la possibilité sans doute d'offrir des opportunités et par manque de visibilité, ils s'en vont, ou par manque d'écoute, parfois aussi tout simplement, ou de cadre permettant d'exprimer aussi son projet. Et donc, pour les mêmes raisons, en fait, sinon les deux chiffres sont intimement liés, bien sûr.
vous en avez également un tiers qui s'en va par manque de perspective d'évolution. Tout à l'heure, tu parlais, Arthur, de la bourse à l'emploi. À un moment, tu en as parlé des postes à pourvoir en interne. Il y a aussi une réflexion à avoir sur la dénomination des métiers, je le dis comme ça. En fait, parfois, si vous mettez chef de projet homme-femme, c'est évident que, pour le coup, l'exhaustivité du job, l'intitulé n'étant pas exhaustif, ça ne permet pas aux collaborateurs de se projeter aussi. C'est important de bien définir les métiers également pour qu'ils soient visibles auprès de vos candidats cibles, en interne, évidemment, en externe aussi. Arthur, c'est en mute. Merci. On enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de rappeler ce qui est évident. Le constat invisible, c'est qu'aujourd'hui, sur les intranets, on a 70% des collaborateurs qui vont s'y connecter, peut-être une fois par an au grand maximum. Et quand on regarde notamment sur ces intranets, on a souvent des liens vers la bourse emploi. Et quand on regarde dans les chiffres, on a moins de 10% des collaborateurs d'une organisation qui vont et qui ont accès à cette bourse emploi. Et c'est ça, aujourd'hui, le plus gros frein à la mobilité interne. Et 70% des échecs de mobilité interne sont dus à un manque de visibilité. Donc, si vous avez un périmètre vraiment très, très restreint de vos collaborateurs qui connaissent les postes qui sont à pourvoir, vous avez potentiellement que ces 10% des collaborateurs qui vont pouvoir se positionner et avoir une bonne visibilité des postes qui sont à pourvoir. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut faire très attention. Et pour revenir à faire un peu un parallèle à ce que tu disais, Arthur, on a 60% des collaborateurs qui se disent je suis OK si jamais j'avais la possibilité d'évoluer, j'aimerais bien évoluer. Et dans la réalité, on voit que la mobilité interne, ça représente seulement 10% des recrutements des organisations. Donc, on a un delta et on a un écart par rapport à ça. Et la mobilité interne, c'est un levier qui est, on l'a redit, qui est 3 fois moins cher qu'un recrutement externe. Et je pense que même ce chiffre peut largement augmenter si on ajoute les taux de départ des personnes qu'on va recruter, de formation, d'onboarding et qui ne vont pas continuer ensuite la période, notamment la période d'essai qu'ils peuvent avoir. Et même la perte de connaissances. Hein. Je veux dire, au-delà il y a le coup direct, mais dans les coins directs, même par exemple, excuse-moi Arthur, mais pour compléter ton propos, ne serait-ce que quand quelqu'un fait une mobilité interne, il peut quand même assurer la transition de la personne qui va le remplacer. Alors, quand il s'en va en externe, c'est une perte sèche quelque part. Donc la transition, elle aura lieu de manière sera beaucoup plus difficile qu'elle l'ait lieu. Et là, au moins, ça permet de garantir une période de bridge qui est assez évidente là-dessus. Et puis sans parler de ce que tu as évoqué, toute la partie ressenti collaborateur, surcharge, effet psychologique, quand vous avez des équipes qui sont en surcharge et que vous les aidez, vous staffez avec des gens et finalement qui partent 15 jours ou 3 semaines plus tard, il faut repartir au combat, il faut recruter, il faut reformer. Et ça a un impact qui est significatif justement sur la performance des équipes, qui est plus difficilement évaluable, mais qu'il ne faut pas négliger. Complètement. Je te laisse la main. Donc maintenant, j'espère que là, maintenant, vous êtes convaincus qu'il faut mettre en place des parcours de mobilité interne. Sinon, on a mal fait notre boulot avec Arthur. Donc maintenant, c'est comment passer à l'action concrètement. Quel conseil, en tout cas, ce n'est pas exhaustif, mais bon, voilà, c'est comme ça que nous, on voit les choses avec Arthur. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce… merci Isabelle. Il y en a au moins une qui est convaincue, donc c'est super, on aura réussi ça. Bonne matinée, merci Isabelle. Génial. On continue alors. Donc, alors, ils sont 2, c'est formidable. Donc, aujourd'hui, la question de fond qu'on doit se poser avant toute mise en plan d'action opérationnel, c'est déjà identifier les freins. On a un peu parlé tout à l'heure de ça, mais c'est vrai que le rapport au manager vis-à-vis de son équipe, c'est vraiment souvent le premier frein. Et d'ailleurs, parfois, on nous dit on n'est pas assez mature parce que nanana. En réalité, c'est comment est-ce que derrière, vous arrivez à convaincre vos managers que c'est sain que quelqu'un, même si c'est un bon élément, quitte sa BU au bénéfice d'une autre BU dans le groupe, parce que c'est toujours pire quand il part à la concurrence, c'est évident. Mais la réflexion aussi, c'est de se dire, il ne faut pas que ce soit perçu comme une opportunité d'économie dans une BU aussi. Parce que forcément, si derrière, la personne n'est pas remplacée, parce que par effet d'opportunisme, on dit, formidable, on va pouvoir faire des économies d'échelle, ça évidemment avoir des freins. Donc, il faut mettre vraiment des conditions pour que, justement, cette rétention vers laquelle on ne doit pas tendre, mais plutôt une vraie stratégie de fidélisation soit mise en place. Donc, c'est intéressant aussi d'aller questionner, évidemment, les salariés pour savoir aussi quelles sont les raisons qui feraient qu'ils ont envie de rester et celles qui les pousseraient à partir. Et donc, proposer un cadre, puisque évidemment, c'est évidemment
je veux dire, nous, on a un peu cette vision chez Jammaker, mais je pense que, enfin, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais le RH est là pour créer le cadre favorable à ce dont on parle, la mobilité des collaborateurs, l'engagement des collaborateurs, donc avec les bons outils, les bons dispositifs. Le manager, lui, doit être un élément clé dans cette, qui doit être le relais justement de cette politique RH au bénéfice des collaborateurs et de veiller à la montée en compétence des collaborateurs. Puis évidemment, le collaborateur, donc ça, est le premier acteur de sa carrière et c'est lui qui doit s'emparer des sujets, des opportunités offertes par les RH et managers. Et pour ça, justement, on vous a mis en place Solène va pouvoir sans doute vous le mettre à disposition, qui est justement un guide pratique qu'on a édité il n'y a pas longtemps, qui permet justement d'avoir des outils pour renforcer le binôme RH manager. C'est un outil vraiment, qui a eu un très bel écho de par notre audience que je vous invite franchement à télécharger parce que ça vous aidera sans doute à avoir des tips pour renforcer ce lien. Moi, sur ce que tu évoques, Arthur, je suis à 300% convaincu justement sur le rôle des RH de mettre à disposition toute l'équipe, le mode de fonctionnement, les pros, etc. Sur le rôle du manager, et pour illustrer sur les managers, on a des clients, nous, qui, sous format de bonus annuel, intègrent en fait le nombre de collaborateurs dans son équipe qui évolue justement pour pas faire de la rétention de talent et faire en sorte que le rôle du manager, c'est de faire grandir ses équipes et de les faire évoluer en interne. Donc, on peut aller jusqu'à ces indicateurs qui sont hyper appréciables à mettre en place. Sur le deuxième levier, c'est de définir un cadre qui soit très clair et encourageant. On a une étude de Gartner qui évoque qu'on a un collaborateur sur deux qui ne connaît pas la politique d'évolution interne de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais si elle existe et qu'elle est sur le 15e onglet du SIRH entre échec vacances et échec déjeuner, bon, ce n'est pas forcément le bon levier versus l'enjeu que ça peut représenter sur une unité interne. Donc, l'idée, c'est vraiment de définir un cadre qui soit très clair et encourageant. Un cadre qui permet à chaque collaborateur du coup de pouvoir se projeter, d'expliquer les différentes étapes, de mettre en avant les succès justement des mobilités internes qui ont réussi, de regarder quelles sont les pratiques quand on est une organisation. Tout à l'heure, je vous ai évoqué une situation au niveau d'un groupe. Vous avez un groupe et vous avez une entité A, B, C, D. C'est de regarder les pratiques, de pouvoir les harmoniser et de pouvoir décloisonner tout ça pour permettre à un collaborateur d'une entité de pouvoir se positionner sur une autre entité, d'expliquer le mode de fonctionnement et le process. Et donc, les cas concrets qu'on vous propose et qu'on vous encourage à faire, c'est de créer une charte de mobilité interne qui soit accessible. Vraiment, ça ne sert à rien d'avoir un document si jamais ce n'est pas accessible. C'est de faire en sorte que ce soit très facilement activable et actionnable. Ensuite, c'est de proposer un process de mobilité interne qui soit clair et harmonisé à l'échelle d'une organisation. Et ensuite, c'est de communiquer du coup sur cette politique de mobilité interne avec des exemples concrets. Solène vient de vous partager, on vous a mis à disposition une charte de mobilité interne qu'on met en place pour nos clients qui permet de structurer, de clarifier le rôle des uns et des autres et les différentes étapes justement à respecter dans ce process-là. Il y a une question de Victoria que je trouve très à propos, c'est comment, convaincue par la mobilité interne, elle pose la question sur comment l'adapter dans une petite PME. Alors, c'est vrai qu'on a tendance, et on a peut-être dû le préciser en introduction avec Arthur, à voir la mobilité interne comme une mutation, un changement de poste. Il y a aussi, dans la logique de la mobilité interne, ce n'est pas simplement évoluer de manière transversale, horizontale ou verticale, peu importe, mais c'est plus de se dire, mais dans le cadre de ma fonction, comment est-ce que je la fais évoluer à l'aune des enjeux du moment? Et ça, c'est vraiment la question de se dire, il n'y a pas forcément dans un processus de mobilité interne un nouveau poste à pourvoir, mais surtout des nouvelles compétences à conquérir pour rester en phase avec les enjeux et voire même être en avance par rapport à ses concurrents. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, je parlais de quelqu'un qui a la comptabilité, si elle est toujours sur ses tableaux Excel à faire sa comptabilité, forcément, elle va vite être disqualifiée sur le marché de l'emploi. Mais en revanche, la question qu'elle doit se poser, c'est comment est-ce que, face à l'essor de l'intelligence artificielle, je vais pouvoir intégrer ça dans mon spectre de compétences pour justement, au bénéfice de mon organisation, être celle qui est référente sur le sujet, qui connaît les leviers et les outils pour rester justement en phase avec ces enjeux. Donc, c'est vrai que alors bien sûr, dans une PME, il n'y a pas forcément une bourse à l'emploi, quoique, après tout, pourquoi pas, mais c'est surtout une réflexion que chaque collaborateur doit avoir en permanence sur la compétitivité de son job, calqué par rapport à la réalité du business aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très clair, mais d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être d'autres points à partager? Mais je vais illustrer le propos après, un peu plus tard dans le webinaire.
Ensuite, on a une question, Arthur, sur laquelle je pense tu es bien placé pour pouvoir répondre, de Céline, sur les parcours internes, ce qui doivent être partagés aussi auprès des collaborateurs dans le chat. Je peux peut-être te laisser la main, notamment pour répondre à cette question, si tu le souhaites. Alors, donc, les parcours internes doivent-ils être partagés aussi aux collaborateurs? Le souci porte sur les niveaux de salaire qui sont indiqués sur les supports, sur le risque de créer du remous. Mais, alors là, effectivement, je suis content d'être dans une petite boîte où il y a pas, où c'est très clair et finalement on est, il y a très transparent. Il y a pas ces enjeux-là. Bah, en fait, alors au-delà du salaire, qui est honnêtement un sujet que je ne maîtrise pas bien, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. C'est un peu la patate chaude là, du moment et je ne vais pas me brûler les doigts. Donc, je vous la laisse, je suis désolé. Courage, fuyons. En revanche, concernant l'exhaustivité des parcours internes, mais clairement, mais alors s'il vous plaît, ne partagez pas que les parcours à succès, ascensionnels. Non, enfin, il y a aussi en fait, il y a les parcours à succès, il y a les parcours aussi d'épanouissement, tout simplement. C'est pas parce qu'on ne manage pas une boîte, une BU de 100 ou 200 ou 500 000 personnes qu'on n'a pas un parcours à partager qui peut être un parcours peut-être même horizontal, mais où la personne, finalement, d'étape en étape, a conquis de nouveaux postes et s'est épanouie. Et ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment voir les choses avec toutes les trajectoires possibles pour montrer qu'en fait, la mobilité n'est pas forcément une ascension en termes de responsabilité, mais peut-être une extension de ses fonctions. Voilà, enfin, je pense qu'il faut aussi un peu désilitiser la vision pour la rendre exhaustive et accessible à toutes et tous, pour justement ne pas créer de complexe aussi quelque part, et que le message soit passé dans l'idée que chacun peut s'épanouir dans sa fonction, et on n'a pas pour autant la nécessité, parfois il y a des gens qui ne veulent pas avoir de responsabilité outre plus que ça, et en fait c'est OK, c'est pas grave. L'idée c'est qu'elles trouvent un job qui les intéresse, qui les épanouisse et qui les engage dans votre organisation. Et sur ces, moi, le constat et ma conviction profonde, c'est que si on met en place un programme de mobilité, partageons aussi ces parcours, partageons, démystifions en fait ces sujets-là pour communiquer. Je ne rentre pas non plus sur la partie transparence salariale sur laquelle je ne suis pas un expert sur le sujet, mais en tout cas, s'il y a bien un moment où il faut communiquer, mettre en place des parcours, mettre en place des organisations de vie ma vie qu'on met sur une organisation, je ne sais pas, de 5, 10 ou 15 000 personnes, bah, vous avez potentiellement peut-être des métiers qui ont un pool de talents qui a déjà évolué sur d'autres métiers. Bah, c'est de mettre en avant le métier d'après, des réflexions, de faire des vies ma vie, d'organiser des temps d'échange et de réunion pour comprendre un petit peu les enjeux, les besoins et de savoir si on a un intérêt entreprise comme collaborateur de s'y positionner pour que tout le monde y trouve son compte à la fin. Et il y a aussi une remarque qui est hyper forte, je trouve, de Catherine, c'est que effectivement, au-delà de la communication, c'est une véritable culture du change. La mobilité interne, il faut faire en sorte que cette stratégie, cette structuration de mobilité interne vienne de la direction pour que la direction passe ce message auprès des collaborateurs et mette en avant, au contraire, ces managers qui vont faire évoluer leurs talents en interne pour démystifier ces sujets-là. Et d'ailleurs, ça reprend ce que dit Catherine, fait pour moi résonance avec ce que dit Laurie ensuite. Effectivement, donc, la vision de l'extension des fonctions, c'est que les collaborateurs se disent qu'ils font plus, mais ils ne sont pas forcément payés plus. Bon, ça, c'est une question quelque part qui appartient aux organisations de savoir si on les rémunère pour ça. En fait, au-delà de ça, je pense que les collaborateurs doivent prendre conscience que leur carrière leur appartient. Quelque part, on est dans une transaction avec une organisation. Charge à nous de rester compétitifs au bénéfice de l'organisation et dans cette relation de transaction, justement. Mais quelqu'un qui est arrivé dans une boîte à un instant T, souhaitons-le, le jour où il partira, la boîte existera toujours. L'impact de sa présence dans l'organisation, c'est quelque part, ça lui appartient. Et c'est vrai qu'on a, on est amené à potentiellement avoir 9 carrières différentes dans notre vie. Enfin, nos enfants aujourd'hui, je crois, parce que c'est une enquête qui a été menée par Pôle emploi de mémoire, je crois que c'est 9 carrières dans sa vie. Charge à nous, quelque part, de nous en emparer et que cet instant de notre vie soit pour notre épanouissement aussi, au bénéfice d'une organisation. Et je trouve que les collaborateurs, parfois, n'ont pas toujours conscience de ça. Donc, l'extension de fonction, c'est aussi un enjeu de compétitivité personnelle. Si demain, le poste évolue de manière brutale, et il faut que la personne soit prête à prendre en main les enjeux de sa future mission aussi. Donc, c'est aussi une question de responsabilité individuelle. Et puis, quand on parle de mobilité, on parle aussi, on en parle un peu moins, mais de mobilité géographique. Vous êtes sur un poste, vous évoluez sur une région pour suivi de conjoint ou autre, vous voulez
partir à Aix-en-Provence, comme j'ai vu dans les commentaires, ça fait aussi partie de ces sujets-là sans pour autant d'avoir une relation de rémunération à ce niveau. Et enfin, Françoise, effectivement, les conditions de rémunération, je veux dire, quelque part, ne m'appartient pas. Bon, si on peut récompenser la motivation des collaborateurs via des augmentations, je trouve ça plutôt positif. Maintenant, la rémunération du collaborateur aussi tient au fait de sa compétitivité sur le marché. C'est-à-dire que demain, s'il est plus compétitif que ses voisins, naturellement, parce que justement, il a acquis de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, par voie de conséquence, il sera mieux payé, ça paraît assez logique. Mais finalement, ça demande d'abord un effort en amont de formation, etc. Pour reprendre le fil, et ça va justement illustrer les propos, et c'est à l'instant auto-promo, donc je le fais. Mais en fait, l'idée de tout ce qu'on dit, ça vient vraiment colorer en fait la vision de Jumpmaker, qui est véritablement de responsabiliser les collaborateurs dans leur trajectoire de carrière. Donc pour ça, il faut les aider à clarifier leur projet professionnel. Si on dit à quelqu'un, soyez acteur de votre carrière, alors c'est très bien. Maintenant, c'est quelle est la déclinaison opérationnelle du message qu'on leur transmet. Ça peut pas être un vœu pieux. Sinon, ça peut avoir l'effet de dire à quelqu'un, tu n'as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, qui est très bien. On voit l'effet que ça a fait, ça n'a pas toujours été très bien perçu, juste le titre. Et donc, c'est important que quand on dit à quelqu'un sur l'acteur de ta carrière, on dit ça, et en face, on a des outils pour te permettre de le devenir. Pourquoi est-ce que nous, on a créé Jumpmaker? Justement, c'est qu'on était bien conscient. Parce qu'avant, Jumpmaker, dans sa version antérieure, c'était un cabinet de coaching de carrière, tout simplement. Qui, en fait, avait vocation à accompagner les collaborateurs dans leur mobilité professionnelle au sens large, interne, externe, etc. Le sujet, le constat qu'on a pu faire, c'est que la plupart des accompagnements qu'on faisait, c'était que des top talents, des cadres dirigeants, parce que forcément, quand on fait appel à des coachs, on a tendance ça coûte assez cher à l'échelle de l'individu, et donc on a tendance à n'accompagner que les top talents, ceux qui sont peut-être d'ailleurs le moins en danger sur les sujets qu'on a évoqués assez paradoxalement. Mais donc, c'est ceux sur qui on est prêt à investir pour les engager, les fidéliser, c'est l'avenir de la boîte, etc. Nous, la vision, c'était de se dire, en fait, les métiers de tout le monde vont se transformer. Aujourd'hui, personne ne peut faire l'économie de la transformation de son métier. On voit bien, vous, en tant qu'RH, par exemple, forcément, vous allez être énormément challengé par l'IA aussi. C'est une opportunité, il faut le prendre comme ça. Maintenant, comment est-ce qu'on réorganise sa fonction à l'aune des nouvelles technologies? Et donc, partant de ce principe que c'était une prestation d'élite, on va dire, le coaching, on s'est dit comment démocratiser, on va faire alliance avec le digital. Et donc, on a développé une plateforme qui permet de reproduire en digital une expérience d'accompagnement de carrière et qui permet, donc, du coup, à l'échelle dans les organisations, d'offrir à chaque collaborateur un espace digital dans lequel il peut à la fois faire une sorte de mini-bilan de compétences, donc identifier les moments clés de sa carrière, dans quel est l'impact, ses compétences clés, ses réalisations phares, et ensuite préparer sa future étape en allant rechercher l'information sur l'évolution de ses métiers, de ses compétences, en préparant son pitch, sa présentation, son projet professionnel, en mobilisant son réseau aussi pour questionner des personnes en interne qui occupent un poste qui nous intéresse. Donc, tout ça a été compilé dans une plateforme avec une alternance de vidéos, d'exercices, de production, etc., qui permet à la fin de générer une synthèse pour faire en sorte que les collaborateurs, quand ils viennent en entretien de mobilité, entretien professionnel, par exemple, viennent avec une véritable posture d'offreur de compétences. Ils ne viennent pas en disant qu'est-ce que tu as proposé, j'occupe le même poste depuis 10 ans. On entend trop souvent, mais c'est plutôt de dire voilà ce que j'ai fait, voilà comment est-ce que je me projette et quelles sont les convergences pour la suite entre nos deux, entre mes besoins d'évolution professionnelle et les enjeux de l'organisation. Et de cette façon, ça permet, et le digital a vraiment cette puissance de pouvoir peut-être passer d'une prestation très, très limitée dans l'organisation à un accompagnement à l'échelle et créer la culture du mouvement à l'échelle dans les organisations. Et la dernière, mais pas des moindres, quand on voit qu'on a 70% des échecs de mobilité interne qui sont dus à un manque de visibilité, encore une fois, ça fait écho un peu à notre activité chez Kikopt, c'est se poser la bonne question, est-ce que les collaborateurs ont accès facilement aux offres d'emploi de l'entreprise et c'est vraiment l'air de la guerre. Quand on regarde un petit peu, quand on a 70% des échecs qui sont dus à un manque de visibilité, c'est concrètement, si l'équipe RH, elle connaît le processus de mobilité interne, mais déjà qu'on a un peu de mal à savoir à quel endroit c'est hébergé, quels sont les postes qui sont à pourvoir, comment ça se passe, quel est le programme, etc. Est-ce qu'on peut proposer des passerelles entre les métiers? Les collaborateurs qui sont sur le terrain n'auront pas du tout de visibilité. Et c'est là où nous, on apporte notre pierre à l'édifice, notamment pour permettre en fait
aux entreprises de rassembler toutes les offres d'emploi d'une organisation sur une plateforme interne pour que les collaborateurs aient accès à l'intégralité des postes. Et pour très justement, comme tu l'as dit Arthur, le collaborateur, c'est à lui d'être acteur. Mais pour autant, il ne faut pas lui mettre des barrières, il ne faut pas que ce soit un parcours du combattant. Les équipes RH, elles peuvent faire des points annuels de revue de compétences internes, mais par contre, si derrière, c'est aux équipes RH qui sont peut-être restreintes dans une organisation de dire, bah voilà, 6 mois plus tard, il y a un poste qui s'ouvre, il faut repenser à un tel qu'on a mis sur un fichier Excel, etc. C'est là où ça devient vraiment très, très compliqué à gérer. Et donc, il faut inverser la tendance, informer les collaborateurs en fonction des postes qui sont à pourvoir pour qu'ils puissent se positionner sur des postes qui sont intéressants. Vous allez avoir une checklist qu'on va vous partager, la checklist pour la mise en place de votre programme de mobilité interne qui peut vous donner quelques idées et bonnes pratiques à avoir. Et pour revenir notamment sur notre activité qui fait écho à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pourquoi on a créé aussi Kikopt depuis plusieurs années aujourd'hui, c'est pour permettre en fait aux organisations de tirer le meilleur parti des ressources qu'ils ont en interne et aux collaborateurs de pouvoir se positionner. On l'a vu tout à l'heure, on a seulement 10% des collaborateurs qui vont consulter l'intranet et en l'occurrence la bourse emploi, donc qui ont accès à l'intégralité des postes qui sont à pourvoir. Vraiment, ce chiffre-là, si vous pouvez le vérifier dans vos organisations, regardez de manière précise le nombre de collaborateurs qui vont se connecter sur vos bourses emploi. C'est 10%, c'est en général, c'est le maximum, hein, c'est moins de 10%. Et donc, quand on se dit qu'on a entre 7 et 10% des collaborateurs qui ont accès aux postes qui sont à pourvoir, ben, on a autant de collaborateurs qui vont pouvoir se positionner. C'est-à-dire qu'on se prive d'une manne de collaborateurs internes qui n'ont pas accès aux annonces. Et c'est là où Kikopt, notre métier, c'est d'envoyer 100% des annonces à 100% des collaborateurs qui auraient un intérêt de les recevoir, soit pour une volonté de mobilité interne ou soit en lien avec leur point annuel, entretien annuel et leur envie d'évolution avec leur manager. Ça permet quasiment d'augmenter de plus de 40% justement la rétention des talents en interne avec une plateforme active. Et les bons KPI justement aujourd'hui sur de la mobilité interne est entre 15 à 25% versus 10% ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il y a quand même un game changer qu'on peut avoir par rapport à ces sujets et d'avoir du coup des collaborateurs qui sont engagés dans la durée parce qu'ils ont une visibilité en fait des postes qui sont en pourvoir sur lesquels ils pourraient se positionner et qui permet en fait d'aller booster très significativement ces sujets-là. Initialement, on avait Kikopt, ça a été créé il y a 12 ans maintenant. On était sur la cooptation, d'où le nom Kikopt, très connotation cooptation. Et en fait, on déployait pour nos clients grands comptes des plateformes de cooptation. Et en fait, on s'est aperçu très, très rapidement qu'il y avait des auto-recommandations dans beaucoup des organisations dans lesquelles on avait déployé, avec des candidats qui s'auto-recommandaient en disant « ce poste m'intéresse ». Donc là, on a dit « ok, on a raté le virage, on a mal compris les choses ». On a très vite débloqué, du coup, il y a plus de 10 ans, notre module de mobilité et sur lequel on va en profondeur parce que le collaborateur, quand on lui donne la possibilité d'avoir accès à tous les postes et de lui envoyer de manière ciblée les postes qui pourraient l'intéresser, il peut se positionner et c'est comme ça qu'on arrive à quasiment un quart des recrutements par la mobilité quand on a des organisations qui sont liées dans ce sens-là. Il y avait une remarque de Pauline d'ailleurs qui disait parfois on veut ouvrir des postes sauf qu'on a déjà quelqu'un en tête et donc on lui propose le poste mais et on se fait rattraper par la patrouille parce qu'on l'a proposé à quelqu'un sans avoir publié le poste en amont. Donc là effectivement, alors ça justement c'est d'où l'intérêt d'avoir une charte de mobilité comme le disait Arthur tout à l'heure qui soit claire, qui permet de fixer des règles et qu'elle soit communiquée pour que, au moins, voilà, si quelque part c'est transparent sur la politique de mobilité interne, ça peut aussi aider à ce qu'il y ait justement qu'il n'y ait pas cette tension sur ces sujets-là, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, mais c'est pas exhaustif. Et je rejoins le commentaire de Camille. On a beaucoup d'organisations que nous accompagnons qui ouvrent dans un premier temps, effectivement, en général, c'est souvent 15 jours, les à pouvoir en interne pour que les collaborateurs internes puissent se positionner. C'est souvent aussi un axe qui est écrit dans le plan social justement de l'entreprise, sur le fait d'ouvrir d'abord en interne les postes qui sont à pourvoir avant de chercher à l'externe. Mais pour autant, c'est pas parce que vous êtes un candidat interne que vous allez avoir des passe-droits. Vous allez quand même passer les différentes étapes de sélection et de présélection, même si, bien évidemment, il faut privilégier quand on voit les taux
les taux de transformation qui sont 32 fois supérieurs par rapport à des candidats sur des job boards. C'est une source qui est pas du tout volumique, mais qui permet un taux de recrutement qui est assez impressionnant, et donc il ne faut pas négliger ces sujets-là. Et d'ailleurs, aussi un point important, je pense, je ne sais pas si je l'ai beaucoup dit, mais il ne faut pas que les collaborateurs oublient aussi qu'un entretien de mobilité, ça se réussit. Ça, c'est hyper classique. Hein. On se dit, ah, bah, ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, quelque part, j'ai bénéfice de l'antériorité. Enfin, le manager, lui, il est pragmatique. Hein. S'il reçoit 2 candidats internes et un externe, enfin, peu importe, j'ai envie de dire, il prendra celui qui lui paraît le plus pertinent pour le job, tout simplement. Et ils oublient parfois qu'il y a même parfois une concurrence interne sur les mêmes postes. Donc, d'où aussi l'intérêt de Job Maker, c'est qu'il y a vraiment la notion de préparer son pitch 3 minutes pour potentialiser ses réussites lors des entretiens RH et notamment en mobilité. Et ça, c'est important aussi que les collaborateurs doivent avoir en conscience. Et pour faire écho à ce que tu dis, Arthur, nous, on a développé sur Kickoff, c'est quand vous avez des mobilités internes, ce qui est aussi très important, c'est d'accompagner les refus de mobilité interne. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui s'est positionné, qui est peut-être bon dans son métier, mais qui n'est pas bon pour le futur métier dans lequel il s'est positionné, c'est très important de lui faire un feedback. J'ai envie de dire tout aussi important, même voire plus important qu'un candidat externe. Et encore, je mets une petite nuance, c'est toujours important de faire des bons retours aux candidats externes, mais sur de l'interne, c'est hyper important de le faire. Et c'est pour ça qu'on a développé des retours personnalisés justement sur des candidats internes sur ces sujets. J'avais oublié de dire en introduction qu'on avait un cadeau pour vous. Donc voilà, donc vous êtes restés très nombreux, donc c'est bon, il n'y a pas grand monde de frustrés. Effectivement, on s'est dit qu'on allait quand même aussi, parce qu'on allait vous donner beaucoup d'infos, et c'est pas mal aussi d'avoir des éléments concrets, au-delà des documents que vous avez mis à disposition tout au long du webinaire, mais on allait travailler sur cette roadmap de la mobilité interne qui n'est pas exhaustive, mais qui vous permet d'avoir aussi un framework de travail vous permettant de processer éventuellement le sujet au sein de vos organisations, de répartir les rôles de chacun avec des moments clés. Et donc, à vos screenshots, si vous voulez, aucun problème. Et de toute façon, et je crois, même, je me demande si on ne vous l'enverra pas par mail ensuite, je pense qu'on on vous le partagera d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous en servir parce que ça vous donne des points de repère. Évidemment, ça dépend aussi de vos organisations. Enfin, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est difficile de faire un copier-coller à chaque fois, mais en tout cas, ça vous donne un peu de tips comme ça, de choses qui ont déjà été éprouvées en fait chez nos clients respectifs et qui peuvent être utiles pour vous également. Donc, servez-vous-en. En tout cas, tant mieux si ça peut vous aider. Merci. Merci pour toutes vos questions, pour vos interactions. Ça nous permet de nourrir le propos, donc c'est utile pour vous et pour nous également. Nous, on sera ravis de vous revoir si vous avez besoin d'en savoir plus et de découvrir nos innovations respectives. Vous avez nos coordonnées ici, donc évidemment, on sera ravis d'y répondre. Et voilà, Solène, vous avez également transmis dans le chat nos calendriers à Arthur et moi. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dedans. Ça vous permettra d'échanger plus en profondeur si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, tout simplement. Et au-delà de la présentation, nous aussi, on se nourrit de vos feedbacks. Donc, ça peut être aussi simplement du partage de vision. Ouais. Il y a des rendez-vous que je fais, je sais qu'il n'y aura pas de business derrière, mais ce n'est pas grave. On partage nos visions et on se nourrit de vos visions pour nourrir nos innovations. Et c'est comme ça qu'on fait converger nos enjeux aussi. Donc, surtout, voilà, même si c'est juste pour échanger, même déjeuner, boire un café, en tout cas, moi, j'aime bien faire ça. Donc, c'est comme ça. Nous, on travaille pour vous. Hein, donc, Le plaisir a été partagé. Je vois tout le monde rester quasiment jusqu'au bout, donc c'est hyper appréciable. J'avais eu pas mal de commentaires dans le chat, donc merci en tout cas pour votre participation. Si vous avez encore des questions, on est encore là, avec grand plaisir pour y répondre. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, notamment, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un des deux Arthur sur les thématiques qu'on a pu vous aborder et vous présenter. C'est un sujet qui nous passionne. J'espère qu'on a pu vous partager un petit peu ces sujets-là quand on regarde la performance que ça peut avoir et l'intérêt que ça a dans une organisation. En tout cas, n'hésitez pas, on reste à votre disposition sur le sujet. Il y a juste une question de Noémie, je ne peux pas passer à côté, même si elle arrive un peu hors du temps, mais ce n'est pas grave. Notamment, comment éviter que l'accompagnement à la clarification des projets n'encourage finalement les collaborateurs à envisager leur épanouissement en dehors de l'organisation. Voilà. Déjà, dans les faits,
ça permet surtout au RH ou au manager d'identifier les leviers de fidélisation. De se dire, OK, donc je comprends mieux là où tu veux aller. OK, on va pouvoir envisager ensemble un chemin de convergence qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années en fonction de la temporalité dans laquelle le projet de collaborateur s'inscrit. En tout cas, ça vous permet, vous aussi, surtout, parce que parfois les gens s'en vont, on ne sait pas pourquoi, et simplement, si on avait su identifier, si même le collaborateur avait su définir son projet, on aurait pu à ce moment-là le fidéliser. Donc, je pense que la réflexion, elle va plutôt dans ce sens-là. On peut que mieux fidéliser quelqu'un si on sait où il veut aller. C'est comme ça que je le vois. Et, c'est pas, et donc, voilà, donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Et comment on soutient la mobilité interne lorsqu'une organisation traverse une période où les opportunités sont très limitées, voire inexistantes, c'est ce que je disais. La mobilité interne n'est pas nécessairement un changement de fonction, mais ça peut être aussi une extension de compétences au sein même de sa fonction pour répondre aux enjeux du moment aussi. OK, j'occupe ce poste-là. Je sais pas, je suis au market, par exemple. Dans mon poste de marketeur, je dois aller conquérir cette compétence parce que, en fait, je vois autour de moi que tous les postes, toutes les personnes en marketing se forment à ça, et donc il faut que je me forme à ça. Donc on reste dans notre fonction, on a une réflexion proactive sur son propre périmètre, et on va conquérir de nouvelles compétences au bénéfice de sa fonction. Quitte à évoluer plus tard, mais en tout cas, ça permet de rendre les collaborateurs plus compétitifs dans leur fonction, et par extension, l'organisation aussi. Et ça peut aussi contribuer à sortir d'une période de crise, en tout cas, à faire en sorte qu'elle soit moins douloureuse. Voilà ma réponse, Noémie. Il y avait encore d'autres questions, mais je peux rester, je ne suis pas pressé. Ça a été le cas pendant un an, on transforme un peu d'une raison. Ça reprend, ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Dans question de Nicolas, dans notre structure, nous souhaitons organiser la semaine type être acteur de votre projet. Nous, on le fait tous les ans. Exactement. Je pense qu'Arthur, ça doit arriver aussi. Ouais, on le fait prochainement avec Saint-Gobain. Ils ont des carrières D, etc. Effectivement, Ouais. c'est des temps forts qui sont un super moment pour sacraliser en fait la mobilité interne, pour mettre en avant justement les bases, pour communiquer, même si les gens n'y participent pas, peu importe, ils vont savoir qu'il y a ce programme de mobilité, c'est hyper important. Encore une fois, communication et apporter de la pédagogie, c'est-à-dire que s'ils viennent d'arriver dans l'entreprise, ils vont peut-être pas participer à ce carrière D, mais peut-être que si dans 2-3 ans, ils vont se dire « Ah oui, il y a la carrière D, ça m'intéresse de se positionner ». Donc, c'est aussi important, et donc, je pense qu'Arthur, tu dois faire aussi la même chose. Pareil. C'est d'accompagner du coup nos clients sur nos thématiques respectives sur ces sujets-là pour les accompagner, être avec eux sur soit ces événements en présentiel, soit à distance pour communiquer encore une fois le message qu'a voulu partager l'entreprise. Et on se sert, nous, très très souvent chez Kikopt d'un sponsor interne. Ça peut être un membre de la direction, le ou la DRH, justement, quelqu'un d'influent pour communiquer vraiment sur le fait que la mobilité interne est un enjeu crucial, que c'est mis en avant et que on supprime tous les freins à la mobilité interne. Nous, on fait la même chose, et on appuie ça même parfois avec moi, je fais des ateliers, j'anime des ateliers, par exemple, au sein du Crédit Agricole. Je le fais 2 fois par an. Enfin, je crois qu'ils ont 2 événements comme ça par an. Donc je prends même, j'anime un webinaire pendant 1 heure. Il y a souvent, la dernière fois, il y avait peut-être 300 collaborateurs qui étaient là, donc c'était chouette. Et c'était pas pour parler de Jammaker, c'était plus pour partager un peu, leur partager notre vision sur la mobilité professionnelle. Donc, c'est vraiment des événements sur lesquels nous, on est présent, et ça vient aussi soutenir de manière opérationnelle les actions. Ce n'est pas simplement être acteur de votre projet, c'est OK, et pour ça, on a un outil vous permettant de définir votre trajectoire de carrière. Et donc, c'est important, parce qu'être acteur, si ça reste qu'un slogan, encore une fois, il y en a qui y arriveront peut-être, mais il ne faut pas que ça se transforme en injonction sans solution. Donc voilà, merci à toutes et tous pour vos différentes questions. Voilà, j'espère à très bientôt. En tout cas, on sera ravis de poursuivre ces échanges avec vous. Merci à tous. Quoi qu'il en soit. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.